Si vous n'avez toujours pas fait fortune, ne soyez pas trop triste. Il existe des sommes d'argent considérables qui ne demandent qu'à être découvertes. Regardez cet humble villageois chinois. À 51 ans, il a accidentellement gagné 4 millions de yuans, soit plus de 600 000 $, sans rien faire de spécial. Avec son fils, il a trouvé une pierre dans un cochon, tandis qu'ils accomplissaient leurs tâches quotidiennes. Cette pierre porte le nom de bézoar, et je parie que vous n'en avez jamais entendu parler. Elles ne sont pas très répandues en Occident, mais elles sont très importantes pour la médecine traditionnelle chinoise. En examinant cette pierre, vous vous direz peut-être qu'elle est absolument dégoûtante. Ce trésor de 10 cm de long et de 7 cm de large est couvert de poils et est en effet un peu rebutant au premier coup d'œil. Après l'avoir trouvé, le père et le fils l'ont emmené à Shanghai pour la faire évaluer, ce qui leur a coûté environ 6 000 $. Mais ces dépenses initiales ne correspondaient qu'à un petit pourcent de la valeur de la pierre. Ça valait donc le coup. Tout ce qui se trouve dans le ventre d'un animal ne vous rendra pas riche, mais la vésicule biliaire peut cacher de véritables trésors. Les femmes peuvent très bien s'acheter des fleurs toutes seules et écrire leur nom dans le sable, mais soyons réalistes, elles adorent qu'on leur offre de beaux bouquets. Toutefois, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de le faire qu'au XVIIe siècle. À l'époque, un citoyen ordinaire devait passer sa vie à trimer pour s'offrir une seule fleur. Vers 1630, il y a eu une véritable tulipomanie. Les bulbes de ces fleurs coûtaient alors plus cher que l'or. Mais ce prix n'était pas réel. Il s'agissait simplement d'une bulle spéculative, comme celle que nous connaissons régulièrement dans notre économie moderne. Nous n'avons pas encore appris la leçon. À l'époque, un seul bulbe de tulipe se vendait plus cher que ce qu'un artisan qualifié gagnait en une année entière. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel bulbe de tulipe, mais de bulbes aux couleurs et aux motifs fantaisistes, rares et recherchés. Le marché des tulipes ressemblait à la bourse. Les négociants faisaient des affaires dans les tavernes et signaient des contrats entre eux. C'était une question d'offre et de demande. Et comme avec toute bulle, les prix ont fini par s'effondrer en février 1637, laissant tout le monde bouche bée, les poches vides et le moral en berne. Par ailleurs, quand on se sentait un peu patraque dans l'Europe du XVe siècle, on se tournait vers les momies égyptiennes pour soulager ses maux de tête, ses problèmes d'estomac et même des affections plus graves que la médecine moderne ne sait toujours pas traiter aujourd'hui. On pensait que les corps embaumés avaient des pouvoirs de guérison magique. Mais pourquoi les gens mangeaient-ils des momies? Tout a commencé par une erreur de traduction. Il existait une substance appelée mumia, qui était considérée comme très précieuse pour ses propriétés curatives. Mais lorsque les Européens de l'Ouest en ont eu vent par le biais de lettres envoyées d'autres pays, ils ont cru à tort que cette substance provenait de momies égyptiennes. C'est ainsi qu'on s'est mis à consommer des momies à des fins médicales. Les gens pensaient que manger des bouts de momies pouvait guérir toutes sortes de maux. Ils ont donc commencé à piller les tombes égyptiennes, et les momies se sont vendues comme des petits pains. La demande était si forte que des personnages louches ont même commencé à fabriquer de fausses momies avec « Faites-moi confiance, vous ne voulez pas le savoir ». Je vous laisse imaginer ça. Vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. À l'époque victorienne, l'enthousiasme pour les momies était à son comble. L'égyptomanie battait son plein et les fêtes de déballage de momies étaient devenues un passe-temps populaire. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les momies médicales sont passées de mode. Un jour, un cachalot mort s'est échoué sur une plage de la Palma, en Espagne, et un professeur a été envoyé en mission pour élucider l'affaire. Au milieu des vagues et de l'énorme carcasse, il est tombé sur quelque chose de surprenant. Une pierre de 9 kg et demi coincée dans les intestins du cachalot. Mais il ne s'agissait pas d'un caillou ordinaire. Il s'agissait d'ambre gris, également appelé or flottant, et sa valeur fut estimée à 500 000 €. Selon la légende, cette substance peut être trouvée flottant sur les océans, ou, plus rarement, échouée sur les plages. On la connaît depuis le XVIIIe siècle. Elle est en fait constituée de morceaux indigestes que les cachalots avalent lorsqu'ils se régalent de calamars, par exemple leur bec. Au fil des années, ces morceaux s'agglutinent dans leurs intestins, un peu comme un calcul rénal, et finissent par former cette précieuse boule d'ambre gris. Vous vous demandez peut-être pourquoi les excrétions d'un cachalot coûtent beaucoup plus cher que votre maison. Mais la réponse est simple. Elles sentent bon. Pas seulement bon, divinement bon. Leur arôme possède des notes sucrées et musquées, et les parfumiers en raffolent, car il permet au parfum de durer plus longtemps. Plus la teneur en ambréine est élevée, plus le prix est élevé.
La couleur a également son importance. Le noir contient généralement moins d'ambréine, tandis que le blanc en contient énormément. Il existe également des alternatives synthétiques, mais les parfums haut de gamme contiennent toujours des substances authentiques. Si l'utilisation de l'ambre gris dans les parfums est interdite aux États-Unis, les Français continuent d'utiliser cet ingrédient magique. D'ailleurs, 500 000 € n'est pas une limite. Des pêcheurs chanceux ont un jour déniché un morceau d'ambre gris d'une valeur d'1,5 million de dollars dans le golfe d'Aden. Les cachalots ont vraiment des intestins de luxe. La prochaine fois que vous ferez vos courses, ne vous plaignez pas des prix. Sachez que vous pouvez vous offrir n'importe quelle épice que vous souhaitez. Vos ancêtres du Moyen-Âge ne vous croiraient pas si vous leur disiez que la cannelle et le poivre noir sont tout à fait abordables. Les épices valaient leur pesant d'or et de pierres précieuses, et stimulaient fortement l'économie. À l'époque, les aliments s'abîmaient plus vite que le lait au soleil, et les épices étaient donc une denrée très prisée pour masquer les saveurs peu fraîches. Les différentes nations européennes se battaient pour le contrôle du commerce des épices, ce qui donna lieu à de folles expéditions en Inde et dans d'autres pays d'Asie. Les Portugais, les Néerlandais, les Français, les Espagnols et les Anglais souhaitaient tous dominer ce marché. Venons-en maintenant au prix exact. En 1393, le safran était aussi cher qu'un cheval, le gingembre aussi cher qu'un mouton et le massis aussi cher qu'une vache. Dans l'Allemagne médiévale, une livre de noix de muscade valait 7 bœufs gras. Le poivre noir que nous consommons tous les jours ne servait pas uniquement à assaisonner. Les grains de poivre servirent de monnaie d'échange en Europe. Les villes tenaient des registres. Les jeunes mariés en recevaient en guise de dot, et certains propriétaires acceptaient même des loyers en grains de poivre. Puis-je payer ma facture d'électricité avec ce petit paquet de cannelle, monsieur? Non? Vous voulez que j'aille trouver un vrai boulot? D'accord. Hey, il est pas mal ce t-shirt. Mais est-ce qu'il existe aussi en violet? Quoi? Il coûte 10 fois plus cher dans cette couleur? Cette question semblerait insensée aux gens d'aujourd'hui, habitués à la diversité. Mais si nos centres commerciaux avaient existé il y a plusieurs siècles, ce serait chose courante. La fabrication de la pourpre de Tyr était une telle corvée qu'elle coûtait une jolie somme d'argent. On raconte que la teinture pourpre avait autant de valeur que l'argent lui-même. C'est ainsi que les tissus pourpres sont devenus des symboles de prestige, avec des lois fantaisistes dictant qui pouvait en porter. Les grands dirigeants romains affichaient leur importance en portant des toges blanches bordées de pourpre, tandis que les généraux victorieux arboraient la toge la plus grandiose de toutes, entièrement pourpre, avec de magnifiques ornements d'or. Au IVe siècle, il était interdit à quiconque à Rome de porter du pourpre, à l'exception de l'empereur. C'est dire à quel point cette couleur était exclusive. On disait même « il s'est vêtu de pourpre » pour signifier qu'un homme était devenu empereur. L'Empire byzantin exerçait un contrôle étroit sur la production de pourpre de Tyr, et ne l'utilisait que pour ses étoffes de soie les plus raffinées. Fait amusant, naître dans une famille royale, c'était littéralement naître entouré de pourpre. La pourpre de Tyr avait beau être portée par la noblesse, les origines de cette teinture fantaisie sont loin d'être nobles. Elle provient de la matière visqueuse de 3 escargots de mer différents. Chacun de ces escargots produit une teinte unique. L'Hexaplex tronculus nous donne un violet bleuté, le Bolinus brandaris un violet rougeâtre, et le Stramonita aemastoma permet de produire une teinture rouge vif.